je pense qu'on va pouvoir peut-être continuer. Euh, Justement, Isabelle, vous l'avez évoqué, la sophrologie. Je vous propose maintenant d'écouter une intervenante sophrologue qui va nous expliquer comment elle peut aider dans la gestion de la douleur. La première question qu'on me pose en général quand je parle de sophrologie et de prise en charge de la douleur, c'est comment ça marche? Comment la sophrologie peut aider dans la gestion de la douleur et en particulier dans la gestion de la douleur chronique? Alors dans un premier temps, ça va agir au niveau physiologique. Les techniques de respiration et de relaxation vont permettre d'amener du relâchement musculaire autour des zones douloureuses, mais pas que, également dans d'autres parties du corps comme souvent les mâchoires, les épaules ou toute la zone de la respiration, la région thoracique et la région abdominale. Et ces techniques vont également agir au niveau du système nerveux autonome qui possède deux branches. La branche sympathique qui va être celle qui s'emballe et qui augmente le message en cas de douleur chronique, et la branche parasympathique qui va être celle qui est en difficulté. Eh bien, ces techniques vont permettre d'aller stimuler la branche parasympathique qui est celle de la récupération, du repos et de la reconstruction. Et ces pratiques vont également permettre d'agir au niveau des hormones. C'est-à-dire que ça va diminuer les hormones de cortisol, enfin diminuer le cortisol, donc qui est l'hormone du stress, et augmenter les endorphines, donc qui sont la morphine naturelle du corps. Donc on dit qu'on va aller stimuler le système morphinique endogène. La sophrologie va permettre d'agir également au niveau du cerveau. Le cerveau, c'est lui qui reçoit cette information, ce message douloureux, qui l'intègre, qui l'interprète et qui apporte une réponse, une réaction. Dans le cadre de la douleur chronique, il y a ce qu'on appelle une sensibilisation. C'est comme s'il y avait une saturation d'informations et le cerveau est plus capable de gérer. La douleur devient omniprésente. Et dans ce cas-là, on va aller travailler sur cette capacité à moduler l'intensité du ressenti douloureux en stimulant les zones de contrôle de la douleur et en inhibant les zones qui augmentent le ressenti douloureux. Et pour ça, on utilise des techniques de défocalisation, de visualisation. On fait appel par exemple à la mémoire sensorielle agréable. On va utiliser des techniques qui sont proches de la méditation ou de l'hypnose. Et il y aura aussi bien sûr tout un travail sur la zone limbique, donc, qui est celle de la régulation émotionnelle. Une des questions que l'on pose, que vous posez peut-être aussi, c'est à quel moment c'est le plus opportun de faire appel à la sophrologie dans le parcours de soins. Et là, j'ai envie de vous répondre, c'est en fonction du besoin. Ça va être vraiment très variable en fonction des personnes. Dans le cas d'endométriose, par exemple, ça peut être à l'annonce du diagnostic pour travailler sur la charge émotionnelle liée à l'acceptation. Ça peut être au moment où on doit arrêter le traitement pour un projet de grossesse et où là, du coup, on sait que les douleurs vont revenir plus fortes. Ou ça peut être sur une préparation à une intervention chirurgicale s'il y a de l'appréhension, par exemple. Et donc, en fonction de tout ça, eh bien, on va décider ensemble du nombre de séances. Donc, les séances durent en moyenne entre 1 heure et 1 heure et demie. Et elles sont espacées en général de 1 à 2 semaines, donc le temps que la personne puisse s'approprier correctement les pratiques. Et on va faire un travail sur une durée de 3 à 4 mois, en général c'est suffisant. Merci Estelle, même si elle ne m'entend pas. Je vais me tourner maintenant vers Maud. Maud, vous êtes kinésithérapeute. Alors, j'avoue qu'au départ, quand on m'a parlé de kinésithérapie dans le suivi de mon endométriose, j'ai ouvert des grands yeux ronds parce que j'avais aucune idée de ce que ça pouvait apporter. Et ça fait maintenant 4 à 5 ans que je suis suivie 2 fois par semaine par des kinés. Et j'avoue que ça change la vie. Racontez-nous. Eh bien, merci. Voilà. Donc, la prise en charge en massokinésithérapie, elle est différente. Donc, il y a la maladie d'interface qui doit être prise en charge et on doit aussi travailler l'appareil
urogénito-recto-pelvien qui va lui-même entraîner une prise en charge qui est globale, car on sait qu'en fin de compte, les lésions d'endométriose, qu'elles soient superficielles, profondes, ovariennes et aussi au niveau de l'endométriose, en fin de compte, du coup, tous nos tissus et tous nos réflexes musculaires qui peuvent être générés pour créer en fait une protection, en fin de compte, ça va nous créer une perte de mobilité globale et qui peut aller jusqu'à la kinésiophobie. Donc, du coup, le corps va penser que de moins bouger, il va pouvoir se protéger, mais on a bien entendu que ce n'était pas si facile que ça. Donc, du coup, c'est important de voir le patient dans sa manière générale. Donc, pour qu'au niveau des mobilités, donc que ce soit au niveau musculaire, en fin de compte, que tout ce muscle puisse s'adapter pour pouvoir reprendre une fonction. Et ça, on peut aller voir spécifiquement, là, comme je vous ai mis une petite photo, on peut utiliser des points gâchettes, en fin de compte, au niveau musculaire pour le diagnostic, mais aussi pour sa thérapeutique. On a entendu aussi que les lésions, elles adoraient les nerfs, elles ont une attirance du coup pour ces structures, sur elles-mêmes, sur les structures où la kinésithérapie va pouvoir diminuer, mais ne va pas avoir d'intervention directement sur la lésion, mais en tout cas, on va pouvoir redonner un petit peu de mobilité. Mais on sait qu'en fin de compte, ces douleurs nerveuses, elles vont avoir tendance à avoir des douleurs qui vont être projetées, puisque le nerf, en fin de compte, il va sur tout le long. Et donc, du coup, c'est ce qu'on peut voir sur certaines raideurs au niveau des charnières, au niveau des insertions, au niveau des vertèbres, donc des douleurs au niveau de la cuisse, au niveau du milieu du dos qui peuvent descendre jusqu'au niveau du pli de l'aine et des douleurs au niveau des épaules. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est important de pouvoir voir toutes ces structures-là jusqu'aux douleurs articulaires où, en fin de compte, on a aussi, au niveau des lombalgies, on a une influence à avoir. Donc, en fin de compte, je vous ai montré là des petits points, en fin de compte, qui peuvent être intéressants à ce que la kinésithérapie puisse aller les chercher pour le traitement, mais aussi pour le diagnostic précis des tissus à aller travailler. Du coup, toutes ces structures, elles vont changer un petit peu la posture, la douleur, elle va changer. Et donc, du coup, on va avoir du mal à s'adapter du coup au niveau des activités de la vie quotidienne, au niveau des contraintes, au niveau musculaire et des spasmes qui peuvent être effectués. Et du coup, il y a tout un ajustement postural à adapter, à aller voir pour diminuer au maximum les troubles musculo-squelettiques. Donc, c'est vraiment important d'avoir des muscles qui vont être compétents pour pouvoir maintenir des activités de la vie quotidienne de manière importante. Donc, du coup, c'est vraiment, vraiment important de pouvoir donner des auto-exercices aux patients, que ce soit au niveau musculaire, au niveau articulaire. Et donc, comme on a pu le voir, tout ça, ça commence aussi par un apprentissage de la respiration, donc qui peut être utilisé dans plein de thérapeutiques différents, de redonner un peu de la mobilité au niveau du bassin, au niveau du rachis, donc au niveau des membres inférieurs, sur toutes les douleurs neurologiques et un type de névralgie, mais aussi des douleurs qui peuvent aller jusqu'au niveau des épaules. Et pour ça, on peut utiliser différents outils comme les ballons, on peut utiliser, comme on a vu, les postures de yoga qui vont être importantes, et aussi toute la rééducation abdominale pour qu'on puisse retrouver un corps du coup qui soit compétent. Les routines, il peut en exister beaucoup, et ce qui est important, c'est que ces routines, elles soient personnalisées, elles soient adaptatives en fonction des crises, en fonction des habitudes, et donc vraiment pour que le corps, lors des activités de la vie quotidienne, elle puisse retrouver ses fonctions. On peut utiliser des massages comme le dit très bien le docteur Petit et le docteur L'Huillerie. Le massage, ça va être utilisé pour redonner un petit peu des informations agréables, utiliser un petit peu le gate control, et on sait que ça va avoir différents abords et différentes actions, et pour pouvoir aller toucher tous ces organes qui manquent de mobilité et qu'on va pouvoir les travailler aussi sur la sensation et la mobilité.
Donc, on sait qu'au niveau pelvien, du coup, tout ça, c'est aussi toute la paroi du péritoine, en fin de compte, qui va chercher ce liquide péritonéal dans lequel on peut retrouver des cellules inflammatoires comme les interleukines, etc. Donc, il peut y avoir des stases et de l'hypomobilité au niveau péritonéal à aller travailler. Et du coup, on les voit avec l'endobélie, de pouvoir drainer ce liquide péritonéal, de le faire bouger. Ça va redonner aussi des bonnes sensations et permettre aux organes qui vont être derrière de pouvoir mieux bouger. C'est vraiment de redonner des sensations qui sont agréables, donc de jouer aussi sur cette nociception qui va être importante. Comme on sait que l'abdomen a un rôle beaucoup au niveau de la constipation, le massage abdominal va permettre aussi de réguler un petit peu ce transit. Et c'est important du coup qu'au niveau kinésithérapie, on puisse vous apprendre à le faire aussi toute seule, à vous accompagner, à savoir quelle structure chez vous, en fin de compte, et c'est vraiment à travailler. Donc, on fait un massage qui peut être au début global et après de pouvoir travailler spécifiquement les organes les uns à côté des autres pour redonner de la mobilité et éviter les adhérences au niveau abdominal. Parce qu'on voit que du coup, toutes ces structures, elles ont une importance à pouvoir rester mobiles et donc du coup, à diminuer les contraintes de manière très importante. Donc vraiment, au niveau viscéral, on voit bien, toutes ces structures sont quand même, que ça soit au niveau des nerfs et au niveau des organes, imbriquées les unes avec les autres. Et le fait de redonner de la mobilité à tout ce système viscéral apaise vraiment les douleurs et permet de beaucoup améliorer les activités de la vie quotidienne et donc du coup aussi la posture et l'adaptation du corps. On va utiliser en rééducation périnéale, on va jouer sur plusieurs sphères, mais on va jouer sur les douleurs pendant les règles, les dysménorrhées, les difficultés et les douleurs en urinant, les douleurs lors de la défécation, mais aussi améliorer un petit peu aussi au niveau du transit. On va jouer en rééducation périnéale sur les douleurs qu'on a vues lors des rapports, donc qu'elles soient superficielles. On va pouvoir redonner un peu de la mobilité à la peau et on sait que de masser le périnée avec une crème spécifique, voire légèrement anesthésiante. Il y a une étude qui a été faite. Ça permet de diminuer cette sensibilisation. Donc, on va jouer sur les douleurs pelviennes chroniques. Donc, le but, c'est vraiment, au niveau de la sphère périnéale, de redonner de la mobilité à toutes les structures, donc que ça soit au niveau des cul-de-sac, que ça soit au niveau donc c'est-à-dire tous les replis au niveau du péritonéal qui se font au niveau vaginal, mais entre les organes en eux-mêmes, toutes ces structures musculaires qui vont être importantes au niveau périnéal, on retrouve sur le périnée des points gâchettes qui se vont au niveau de l'obturateur que je vous ai montré juste avant. Donc vraiment de redétendre toute la sphère aussi périnéale pour jouer un rôle dans les dyspareunies moyennes qui sont dues à cette hypertonie des releveurs et donc du releveur de l'anus qui est très important, mais aussi du coup les douleurs profondes, les dyspareunies profondes, du coup par cette hypomobilité des ligaments utérosacrés, des cul-de-sac et de l'organe en lui-même qui peut être un peu congestionné, d'où le fait de l'avoir décongestionné avec du massage. Et donc le fait, c'est de redonner une compétence abdomino-périnéale douce pour éviter en fin de compte tout ce qui est les pesanteurs et améliorer en fin de compte notre posture. Le but de cette rééducation, c'est vraiment une éducation à vous prendre en charge lors des activités physiques et de remettre les muscles dans la fonction, qu'elles soient au niveau des activités de la vie quotidienne, mais qu'elles soient aussi pour les activités sexuelles, c'est important. Donc, les outils en rééducation périnéale, ceux qui vont être les plus importants, ça va être nos mains et vos mains qui vont pouvoir vous soigner et pouvoir connaître les mots qui vont pouvoir vous accompagner et savoir ce que vous allez pouvoir en faire à la maison.
On peut utiliser, comme je vous ai dit, différentes huiles, donc des huiles au CBD, des huiles qu'on peut trouver, des huiles de nacre, de bourrache ou différentes huiles au niveau du commerce, qu'elles soient périnéales ou pas. Donc des gels qui peuvent être légèrement anesthésiants pour des dyspareunies où on montre qu'ils sont nécessaires. Donc là, on a besoin du coup d'avoir une prescription auprès de votre médecin. On peut utiliser du coup les dilatateurs pour permettre en fin de compte à ce périnée de lui redonner une fonction avec des outils donc de différents diamètres, permettre un massage un petit peu plus profond et puis être utilisé. Et puis de l'électrostimulation, qu'elle soit externe, est toujours intéressante. Donc vraiment, cette prise en charge au niveau de la douleur, il faut qu'elle soit globale pour que travailler votre posture, travailler votre dos, travailler vos membres inférieurs, mais aussi vos membres supérieurs avec la respiration pour redonner un peu de mobilité à tout ce thorax et cette cage thoracique qui est importante, donner du coup tout un cahier des charges, toute une rééducation, une auto-rééducation à mettre en place pour pouvoir entre 2 séances de perdurer en fin de compte ce bien-être et éviter la kinésiophobie. Donc ensuite, la rééducation, elle est spécifique au niveau abdominal pour voir les organes, etc. Mais elle est aussi spécifique par la rééducation périnéale pour redonner une fonction au périnée, pour se détendre, pour bien pouvoir aller faire pipi, pour pouvoir bien évacuer les selles, redonner de la mobilité donc, à cet utérus. Et donc, du coup, important parce que ça va permettre aussi d'avoir des meilleurs rapports et du coup d'améliorer aussi la fertilité puisque ce puborectal, ce muscle releveur de l'anus, il a un rôle très important dans les dysclésies, dans les dyspareunies, mais aussi dans la fertilité où on a besoin qu'il soit un minimum tonique, mais il faut qu'il puisse permettre une pénétration si c'est possible. Donc, c'est important aussi de savoir le relâcher. Donc, c'est vraiment important. La rééducation périnéale, elle a beaucoup, beaucoup de fonctions de relâchement. Donc, on est vraiment complémentaires avec plein de thérapeutiques différents. Et donc, c'est important qu'on puisse avoir tous le même discours parce que cette prise en charge de la douleur, il faut... c'est vraiment la maladie. Dans la maladie, la douleur, on doit vraiment en kinésithérapie avoir des gestes les plus doux possibles, être si possible infradouloureux et redonner des bonnes sensations au niveau cutané, au niveau du tact. Donc du coup, c'est important que votre kiné il fasse un bilan, qu'il vous pose plein de questions, qu'il puisse vous expliquer tout ce qui a attrait à ces questions, qu'il puisse vous expliquer du coup aussi la morphologie, qu'est-ce qui va pas, et donc du coup qu'il puisse vous donner des auto-exercices pour pouvoir entretenir toutes ces manipulations entre deux séances. Et donc après, lui, il va être là pour pouvoir débloquer avec d'autres thérapeutes, débloquer en fin de compte ces douleurs et pouvoir ensuite entretenir. Donc, le travail interne, on a vu qu'il est très important. Il doit être en accord avec vous-même. C'est important que vous sachiez pourquoi on doit travailler en interne, pourquoi on doit travailler telle structure et pas plutôt qu'une autre. Et donc, ça, il est réservé aux médecins, il est réservé aux sages-femmes et il est réservé aux kinésithérapeutes. Les ostéopathes peuvent le faire seulement, et je dis bien seulement, s'ils font partie du corps médical, qui sont médecins, qui sont sages-femmes ou qui sont kinésithérapeutes. Tous les autres thérapeutes ne sont pas autorisés tout simplement à travailler en interne. Donc, du coup, la prise en charge en kinésithérapie, on a cette chance-là, c'est qu'il y a une prise en charge par la sécurité sociale. Donc, il y a une partie qui est remboursée par la mutuelle, mais par aussi la sécurité sociale. Il reste un reste à charge au niveau des séances. Là, c'est à voir. Donc, n'hésitez pas à regarder dans les salles d'attente les affichages de votre thérapeute s'il effectue des dépassements d'honoraires ou des hors nomenclatures. Et ça, vous devez en discuter avec lui, savoir ce qui est nécessaire ou pas par sa part. J'espère avoir été claire. Totalement. Et en plus, vous avez répondu à pas mal de questions qui sont apparues dans le chat au fur et à mesure. C'était vraiment très, très bien, très clair en tout cas.
Alors, il y a quand même quelques petites questions qui restent. Alors, on a souvent des douleurs lombaires avec l'endométriose. Quelle en est la cause? Vous y avez un petit peu répondu. Et comment on agit dessus? Ben, la cause, elle peut être diverse, hein. C'est des structures qui deviennent hypermobiles, donc des articulations qui deviennent raides, mais des lésions qui adorent les nerfs aussi. Donc, tout ça, toutes ces structures qui sont importantes à travailler. Et donc, il faut redonner de la souplesse à toutes les structures pour que les lombaires et que les contraintes qui soient faites soient harmonieuses. Et aussi, il y a besoin du coup de, ça je ne l'ai peut-être pas assez insisté dans ma démonstration, mais l'activité physique. L'activité physique, elle doit être adaptée c'est pour ça que je vous disais qu'il faut que le corps il soit compétent, que ça soit au niveau abdominal, mais tous les muscles doivent être compétents pour pouvoir stimuler l'activité physique, le maintien de la posture lors des activités physiques. C'est vraiment important. L'activité de la vie quotidienne est une activité physique, mais il faut qu'elle soit adaptée et c'est important de pouvoir entraîner le corps à pouvoir le faire dans la vie quotidienne. Alors, c'est vrai que quand on souffre, on se dit, ah bah oui, mais je vais pas aller faire du sport, je peux pas aller nager, je peux pas aller faire du fitness ou n'importe quoi. Euh, marcher, marcher 20 à 30 minutes par jour, ça suffit à mettre le corps en mouvement, à faire bouger tous les muscles et à entretenir. Donc ça, c'est une activité physique adaptée, la marche. Et il ne faut pas oublier que l'activité physique, comme le disait le docteur Lévesque, c'est une libération d'endorphines, donc ça va jouer sur la douleur. Il n'y a pas de petite réussite, c'est vraiment que des grandes victoires et chaque pas est important pour jouer sur la douleur, pour jouer sur la mobilité tissulaire, pour que toute cette construction se fasse en symbiose. Effectivement. Alors, il y a des muscles qui sont bien aussi sollicités parce qu'ils sont, je ne sais pas, une crispation ou autre. Le piriforme, par exemple, le psoas, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ces deux-là? On les a vus un petit peu dans mes figures, c'est des muscles qui sont polyarticulaires, qui jouent un grand rôle de stabilisation, c'est des muscles profonds. En tout cas, on le voit bien au niveau du psoas, au niveau du piriforme, il va avoir tendance à… Donc le psoas, vraiment, surtout ce rachis, il est vraiment important, hein. Il y en a qui disent que c'est même un muscle poubelle, mais non, c'est un muscle qui est hyper sollicité. Et en fait, c'est aussi important de lui redonner de la mobilité que de lui redonner de la fonction dans la posture, dans l'ajustement postural qui doit être adapté. Et c'est aussi pour ça que c'est important de le remettre dans sa fonction lors de l'activité physique qui doit être adaptée et progressive. Et au niveau du piriforme, vraiment, les points gâchettes sont vraiment hyper importants. Ça va vous permettre de savoir où est-ce que vous allez pouvoir masser, où est-ce que vous allez pouvoir l'étirer. Donc là, il y a des postures. On connaît pas mal les postures de yoga. On peut utiliser, donc j'ai mis beaucoup, on utilise les mains donc par le massage, mais aussi il y a des balles des fois qui peuvent être utilisées en fonction de la douleur. Voilà, il faut être adapté, toujours essayer de respecter sa douleur, être le plus doux et le plus technique possible. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une atteinte d'endométriose sur ces muscles quand ils font mal. Et Pas non, du tout. c'est ça, c'est surtout ça que je voulais vous amener à dire. C'est une chaîne musculaire, les nerfs donnent la contractibilité musculaire. C'est important de travailler toutes ces structures nerveuses, tissulaires, mais du coup aussi musculaires. Très bien. Alors, une question. Pour le bilan kinésithérapie, est-ce que des échelles spécifiques sont utilisées? Au niveau kinésithérapie, il n'y a pas d'échelle spécifique. Alors, excusez-moi, kinésithérapie neurologique. Neurologique? Non, là, les échelles qu'on utilise en kinésithérapie, ce sera plutôt les échelles de la douleur, celui de convergence PP, le DN5, le calendrier mictionnel pour tout ce qui est dysurie,
de manière très importante. En sexualité, on sait qu'il y a des échelles aussi qui ont été validées. C'est plutôt les échelles médicales que nous, on utilise en kinésithérapie que les échelles kinésithérapiques, malheureusement, aujourd'hui. Très bien. Et alors, deux questions qui sont un petit peu en marge. Est-ce qu'une névralgie faciale peut être en lien avec l'endométriose? Et de même, est-ce qu'une vestibulodynie ou une vulvodynie peut être due à l'endométriose? Le docteur Lebec l'a bien spécifié, la sensibilisation, c'est la maladie, c'est la douleur maladie dans la maladie. Donc, c'est vrai que tout ce qui est vestibulodynie et vulvodynie, ça reste assez fréquent. Ouais, ça peut être des témoins de cette douleur maladie avec du coup des seuils de perception de la douleur qui sont d'abord abaissés et qui n'ont plus de système freinateur. Donc, c'est là où peuvent se développer les migraines, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires très, très diffuses. Et effectivement, dans ces douleurs musculaires diffuses, il peut y avoir des douleurs des muscles releveurs de l'anus qui donnent des vestibulodynies. Alors après, l'endométriose peut avoir parfois un lien plus direct, mais c'est des cas très très rares où on a des lésions d'endométriose qui vont se trouver très à distance de la cavité péritonéale. On en a parfois sur la plèvre, c'est l'enveloppe des poumons avec des douleurs qui remontent dans les épaules. C'est des choses très très rares, mais des algies, moi, de la face, je n'ai jamais vu de cas comme ça. Peut-être que ça existe, mais je pense que le mécanisme vraiment principal, c'est cette douleur qui devient malade, cette douleur par sensibilisation. Oui, qui pourrait plutôt cacher une fibromyalgie ou quelque chose. Exactement. Alors, la fibromyalgie, c'est vraiment le nom qu'on a donné à une personne qui aura une sensibilisation sur l'ensemble du corps. Et puis, il y a la sensibilisation qui peut être restreinte à la sphère pelvienne. C'est souvent le cas dans l'endométriose, mais effectivement, ça peut atteindre tout le corps. Ça s'appelle la fibromyalgie. Très bien. Alors, il y a beaucoup trop de questions. On ne va pas pouvoir répondre à tout puisqu'on a encore quelques spécialités à vous présenter. Donc, je suppose qu'on enchaîne sur une autre approche qui peut parfaire l'accompagnement des femmes qui ont l'endométriose et qui souffrent. Alors, c'est l'ostéopathie. Et je vous propose qu'on écoute Éléonore Schmidt, ostéopathe, qui va nous expliquer comment elle agit pour mieux accompagner les patientes. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Éléonore Schmidt, ostéopathe spécialisée en neurogynécologie et j'exerce à Paris. Dans un premier temps, voyons quel est le grand mécanisme d'action utilisé par l'ostéopathe pour lutter contre les douleurs d'endométriose. L'utérus et les organes du pelvis, vous le savez sûrement, sont amarrés au bassin par des ligaments sur lesquels aime s'installer l'endométriose. Quand c'est le cas, ces tissus deviennent raides. Cela engendre des conséquences sur la mobilité des organes pelviens et la mobilité des articulations du bassin. Cela peut créer de multiples douleurs. L'ensemble du corps finit par s'adapter à ces zones qui tirent. Et c'est pour cela que l'ostéopathe travaillera sur les zones de douleur et les adaptations à distance qu'elles ont engendrées. Cela pour améliorer la qualité de vie des femmes dans un souci de prise en charge globale. Pour quel motif peut-on consulter un ostéopathe spécialisé quand on a de l'endométriose? Pour soulager les algies pelviennes, c'est-à-dire les douleurs dans le bas du ventre, les algies périnéales, c'est-à-dire les douleurs des muscles de l'entrejambe, les douleurs articulaires au niveau du bassin ou du rachis, c'est-à-dire de la colonne vertébrale, pour calmer les symptômes digestifs et ou urinaires, pour apaiser aussi les scapulalgies, c'est-à-dire les douleurs d'épaule qui peuvent être périodiques ou non, pour calmer les difficultés respiratoires qui concernent le thorax ou le muscle de la respiration, le diaphragme, pour soulager les douleurs neuropathiques, c'est-à-dire les douleurs qui ont un trajet nerveux,
comme par exemple la sciatique, qui est une douleur qui part à l'arrière de la cuisse et qui va jusqu'au gros orteil, ou encore la pudendalgie, qui est une douleur à type de décharge dans les muscles de l'entrejambe. On peut consulter aussi pour travailler les adhérences, pour travailler les cicatrices d'opération à 1 mois et demi d'une intervention chirurgicale, et pour vous accompagner aussi dans vos parcours de procréation médicalement assistée. Et pour finir cette capsule, voyons comment fixe-t-on la fréquence des rendez-vous. On fixe ensemble la fréquence des rendez-vous. La prise en charge est sur mesure pour chaque patiente. Personnellement, je vous fais coter vos douleurs et qualité de vie pour déterminer la fréquence idéale pour vous. Si votre qualité de vie est très impactée avec une qualité de vie par exemple estimée à 4 sur 10, nous commencerons par exemple sur une fréquence de 3 semaines, 1 mois pour les rendez-vous. Quand votre qualité de vie s'améliore et passe par exemple à 6 sur 10, nous espacerons les rendez-vous à 1 mois et demi, 2 mois, pour arriver à 3 fois par an, ce qui est toujours mon objectif. Merci beaucoup de votre attention. Alors, bien que on sait aussi qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent l'impact de l'alimentation sur la douleur liée à l'endométriose, mais on sait bien que de nombreuses personnes essayent d'éviter certains aliments, essayent d'en privilégier d'autres. Ça fonctionne pour certaines, pas pour d'autres. Écoutons ce que Fabien Piasco va nous dire à ce sujet. Pourquoi l'alimentation dans l'endométriose? Elle peut être très efficace contre les douleurs, mais pas seulement. En réalité, elle agit contre 4 grands facteurs impliqués dans la maladie. L'inflammation. L'endométriose est une maladie inflammatoire et l'endométriose produit de l'inflammation et les molécules inflammatoires font croître le tissu endométriosique. Or, l'alimentation permet de diminuer l'inflammation par de nombreux mécanismes, notamment l'équilibre des acides gras. On va devoir augmenter les oméga 3, les oméga 9 et diminuer les oméga 6, les graisses saturées et trans. Le stress oxydatif. L'endométriose produit plus d'oxydation par rapport aux capacités antioxydantes de l'organisme. C'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. Or, plus il y a de stress oxydatif, plus le tissu endométriosique croît. Or, avec l'alimentation, on peut diminuer les processus d'oxydation. Comment? En mangeant plus de vitamines antioxydantes comme la vitamine E, la vitamine C, en prenant des polyphénols qui boostent les défenses antioxydantes de l'organisme, en évitant les aliments déjà oxydés par des cuissons excessives et en évitant les montées brusques de la glycémie, laquelle augmente les processus d'oxydation. L'équilibre hormonal. L'endométriose est une maladie dépendante des œstrogènes. Au sein des lésions d'endométriose, il y a une hyperœstrogénie et une résistance à la progestérone. Or, avec l'alimentation, on peut impacter directement les hormones du corps. À titre d'exemple, l'alcool augmente le taux d'œstrogène circulant en perturbant la détoxification hépatique des œstrogènes et en augmentant l'activité de l'aromatase, une enzyme qui permet de fabriquer les œstrogènes. Autre exemple, les fibres. Elles permettent de mieux éliminer les œstrogènes du corps. En effet, les œstrogènes peuvent être réabsorbés au niveau de l'intestin, c'est ce qu'on appelle le cycle entérohépatique. En consommant plus de fibres, on va lier les sels biliaires aux fibres et mieux éliminer les œstrogènes. Il y a encore d'autres exemples de ce type. Également, on va limiter les perturbateurs endocriniens qui sont des xénoœstrogènes qui miment les œstrogènes. Les intestins. Les femmes atteintes d'endométriose ont un risque augmenté de 3 fois par rapport aux femmes qui n'ont pas d'endométriose de souffrir du syndrome de l'intestin irritable. On retrouve très fréquemment une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de la flore intestinale, une hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire des intestins poreux. L'intestin peut être un énorme foyer d'inflammation pour tout le corps, d'inflammation systémique, une inflammation qui se répand dans tout le corps, notamment à cause de ces déséquilibres de la flore, de la barrière intestinale qui est altérée et le passage dans le sang d'éléments étrangers. Alors comment faire pour améliorer ce point? Différentes choses, l'éviction du gluten par exemple, l'éviction des aliments auxquels il y a très souvent des intolérances comme les produits laitiers, mais pas seulement.
On peut également prendre des nutriments qui améliorent la barrière intestinale, comme la vitamine D, le zinc, la curcumine, le PEA, les probiotiques, etc. Alors, une chose qui est importante, en tout cas, en ce qui concerne l'alimentation, faites-vous accompagner par un professionnel. Surtout, ne faites pas votre petite cuisine toute seule chez vous. Vraiment, faites-vous accompagner. Alors, j'avais vu quelques questions sur l'ostéopathie, notamment recommandée maximum 3 fois par an. Mon ostéopathe avait l'habitude de me dire que c'était bien de venir à chaque changement de saison à peu près. Voilà, donc ça fait 4 fois par an. Voilà, mais c'est très variable. C'est aussi selon ce que ça vous fait à vous. Oui. Alors, ensuite, l'activité sportive, on y a répondu, plus on en fait, mieux c'est. Activité sportive adaptée, on ne vous demande pas d'aller faire du crossfit, mais ne serait-ce que marcher ou nager, ça peut vous faire du bien. Et Yasmine, est-ce qu'on peut se livrer à l'activité physique pendant les crises? Alors, ça, c'est très délicat, bien évidemment. Pendant une crise, généralement, on est recroquevillé sur son canapé et on ne veut rien faire d'autre en attendant que la douleur passe. Mais plus on va habituer son corps à marcher, par exemple, et à libérer des endorphines, plus ça va nous aider aussi à éloigner peut-être les crises. Je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre activité physique et sport. Parce que là, on imagine aller courir, machin. Des étirements, du yoga, des choses beaucoup plus douces peuvent être, bien sûr que ça appartient à chacun, mais favorisées pendant les crises, puisque l'objectif va être justement de libérer des endorphines pour avoir moins mal. Donc, c'est vraiment très intéressant de ne pas se mettre des blocages comme ça psychologiques. Après, le type de sport, on dit la marche, en fait, c'est le sport que vous aimez. Si vous avez fait 15 ans de patin à roulettes en club, retournez faire du patin à roulettes. Ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est que vous le fassiez avec plaisir pour que ce soit justement efficace dans cette action de libération d'endorphines. Donc, en fait, il n'y a pas de contre-indication. L'endométriose ne vous empêche à aucun des sports. Il faut juste que vous fassiez avec plaisir, avec bon sens, c'est-à-dire ce qui vous fait du bien, ça vous fait du bien, ce qui vous fait du mal, on arrête. Voilà, c'est tout simple, hein, mais pas de barrière, pas de... Voilà, marcher, bon, bien sûr, c'est très bien, c'est à la portée de tous, mais ça peut être barbant pour certains, il y en a qui vont trouver ça super. Donc, l'idée, c'est vraiment en tout cas, de ne pas vous mettre de barrière, mais de garder à l'esprit que vraiment, il faut se remettre en mouvement, on l'a dit, pour les muscles, pour les organes, pour les structures ligamentaires. Et le pire, c'est d'être figé. Parfois, moi, je donne cette image-là. Vous savez, quand on a un robinet qui fuit, on va avoir tendance à encore plus serrer. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le joint, il est complètement séché, il bouge plus du tout, il fait plus du tout son rôle de tampon, d'adaptation. Et c'est bien ça le problème avec les muscles du périnée, par exemple, pour parler d'eux, mais le piriforme, le psoas, ils sont au maximum de leur tension. Ils adaptent plus du tout à la mobilité. On a des troubles de la posture, on a d'autres douleurs qui s'installent et vraiment, il faut se remettre dans le mouvement. Voilà, ça c'est vraiment le message, je pense, clé ce soir sur la douleur et tout ce qu'on a pu dire, que ce soit pour la sexualité ou la kiné et l'ostéopathie, bien sûr. Très bien, merci. J'ai envie d'ajouter, c'est que même si effectivement les douleurs, elles sont là, mais il y a quelque chose auquel on ne pense pas et qui est accessible à tout le monde, c'est la respiration physiologique, où on va être dans un auto-grandissement. Et le fait de faire ce mouvement du diaphragme, on va débloquer toute une partie au niveau des intestins, mais également au niveau de toute la chaîne musculaire du périnée. Et ça, effectivement, même quand on est dans une crise ou une douleur ou quand on a ses règles, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions sur quelle activité faire pendant les règles, eh bien ça, pour moi, c'est une activité à avoir une respiration physiologique qui va respecter finalement la physiologie de la respiration et des organes de la respiration, avec ce mouvement des côtes qui s'écartent et qui se redressent. Ça va permettre aussi une meilleure oxygénation des muscles. Et c'est de tout ça dont on a besoin quand on est en crise. Donc, effectivement, il ne faut pas confondre et se dire il va falloir que j'aille courir, que je sorte dehors, parce que ça, on en est incapable en moment de crise. Mais en revanche, effectivement, reprendre une respiration physiologique, ça reste accessible à chacun
chacun, à chacune. Et même là encore, j'ai envie de dire, se faire accompagner par son ou sa partenaire pour cette séance qui va peut-être durer peut-être que 3 minutes ou 5 minutes, mais c'est 3 minutes ou 5 minutes qui vont avoir un effet, j'ai envie de dire, ricoché sur plusieurs heures pour la suite. Et j'ai même envie de dire, ne pas attendre d'avoir une crise, mais le prendre comme une routine. Tout simplement, le matin, je me lève, je commence par faire des étirements, je fais 3 minutes de respiration physiologique. Et voilà, déjà, j'ai un autre rapport à mon corps et j'ai un autre rapport à la douleur qui va s'installer au fur et à mesure. Donc, c'est vrai que ça demande aussi effectivement un effort personnel, individuel, mais là encore, la partenaire peut aussi, j'ai envie de dire, accompagner, soutenir cet effort du quotidien pour qu'effectivement, ce soit quelque chose qui soit partagé et pas porté uniquement par la femme atteinte par la maladie. Très juste, merci beaucoup. Alors, il y avait une question tout à l'heure sur où trouver un kiné ou un ostéopathe qui connaissent bien la maladie. Je vous invite à vous tourner vers les bénévoles en France. Les kinés, quand ils sont formés à l'endométriose, ou les ostéopathes ou les sages-femmes qui peuvent intervenir aussi par voie interne, qui sont formés à l'endométriose, se font connaître auprès de nous ensuite. Donc, on a leurs coordonnées et on peut orienter celles qui en ont besoin vers eux. Voilà. Yasmine, je me permets juste d'ajouter qu'avec Convergence PP, on a un annuaire en fait qui est européen, mais enfin qui est très développé plutôt en France, où on peut chercher des professionnels en fonction soit sage-femme, kiné, psychothérapeute, médecin, gynécologue. Et c'est que des gens qui sont formés à la prise en charge des douleurs pelviennes chroniques, donc de l'endométriose. Ça peut permettre, parce que parfois, on a des trous dans la carte. Tout à fait. Très bien. Merci. Très bien. Alors, nous allons devoir clôturer ce magnifique webinaire. Merci beaucoup à nos intervenants, merci à tous les participants pour leurs questions. Avant de partir, on vous invite à donner votre avis sur ce webinaire en répondant au petit sondage et puis au petit questionnaire de satisfaction. C'est important pour nous puisqu'il y a d'autres webinaires à venir pour qu'on puisse vous répondre au mieux à vos attentes. Voilà. Et n'oubliez pas, chaque cas est unique. Et chaque soin, chaque thérapie est unique aussi. La prise en charge, elle est individuelle. Constituez-vous une boîte à outils, allez piocher dedans, mais surtout, rappelez-vous que, écoutez-vous, c'est vous qui avez la réponse finalement de ce qui vous conviendra. En attendant que tout le monde remplisse son petit questionnaire, Pietro, quel serait le mot de la fin pour toi ? Oui, alors merci beaucoup Yasmine. Je crois que tu as déjà parfaitement résumé les ingrédients magiques de la boîte utile, mais pour mémoire, on a vu globalement autour de ce beau webinaire plein d'approches différentes avec l'algologie, mais également la psychologie, qui peut aider parfois à mettre des mots sur des vécus intérieurs difficiles, l'hypnose avec ce rôle important pour séparer et aider à faire la différence entre douleur et souffrance, mais également la sexothérapie avec la possibilité d'évoluer au cours du temps pour trouver des solutions différentes et s'adapter. Également la sophrologie, la kinésithérapie qui peut agir sur plein d'endroits différents pour redonner de la mobilité, l'ostéopathie et également la diététique. C'est un véritable petit arsenal qu'on peut utiliser pour accompagner au mieux les femmes. Tout ne fonctionnera pas chez tout le monde. Comme Yasmine l'a dit parfaitement, chaque cas est unique, chaque approche a des actions spécifiques. Je crois que le plus important, c'est d'essayer d'utiliser les approches qui font le plus de bien et le plus de plaisir aux patientes, parce que déjà des traitements qui apportent peu de bénéfices tangibles et qui sont vécus comme des contraintes de la vie, c'est que probablement ne vont pas fonctionner correctement. Il est important de faire les choses qui vont vous donner du plaisir. Et donc, faites de la kiné, faites de la sexo, de la sophro, tout ce que vous voulez. Si ça peut vous apporter concrètement une source d'apaisement et bonheur, malheureusement, tout n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc, il ne faut pas non plus vouloir
tout faire au même temps parce qu'au risque de voilà, d'être noyé dans une confusion, mais étape par étape, essayez les approches qui vous paraissent les plus convaincantes et surtout, si elles fonctionnent, continuez. Exactement. Je crois que avant de remercier vraiment tous les participants, soit les orateurs ou les patientes ou familles connectés à distance, je crois que vous rappelez, on l'a déjà dit en introduction, le prochain webinar. Et si c'était pour la vie, de l'adolescence à la ménopause, le 12 juin 2023 à 19h30. C'est encore un autre sujet avec, qui va ouvrir plein de nouvelles discussions. Donc, je vous donne tous rendez-vous le 12 juin. Bonne soirée à tout le monde.